Aujourd'hui, nous allons faire de la gestion des prévisions à l'aide de méthodes quantitatives. Donc, on va essayer de faire des prévisions que nous allons calculer à l'aide de méthodes. Alors, l'objectif de l'atelier, c'est tout simplement d'amener les participantes ou le participant à utiliser 5 méthodes prévisionnelles dites quantitatives basées sur des séries chronologiques. Une série chronologique, c'est tout simplement les ventes du passé qu'on va essayer de projeter dans l'avenir. Alors, les 5 méthodes que nous allons utiliser, c'est la méthode naïve, la moyenne simple, la moyenne mobile pondérée, ainsi que le lissage exponentiel. On remarque que toutes ces méthodes, ou la majorité de ces méthodes, sont basées sur la moyenne. Moyenne, on sait ce que c'est, là. On prend un ensemble, on additionne les chiffres, on divise par la quantité que nous avons dans l'ensemble, tout simplement. Alors, pour pouvoir concrètement appliquer ces méthodes, on va utiliser le fichier Excel, tout simplement. Un fichier Excel déjà monté qui va nous permettre de pouvoir appliquer ces méthodes prévisionnelles. Nous avons ici le fichier Excel que nous allons utiliser. Nous avons les lignes qui sont les mois. De janvier à mai, nous avons les ventes de ces mois. Et nous avons ici le mois de juin, on n'a pas la vente. C'est-à-dire qu'on va faire la prévision pour le mois de juin. Alors, c'est comme si, dans le fond, on était à la fin du mois de mai, qu'on avait obtenu les ventes du mois de mai, qu'on avait fait la compilation, et là, on voulait établir la prévision de vente pour le mois de juin à partir de 5 méthodes, soit la prévision naïve, la moyenne simple, la moyenne mobile pondérée, ainsi que le lissage exponentiel. Là, je sais, vous regardez ça, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette histoire de moyenne mobile, moyenne pondérée, lissage exponentiel. La moyenne, je connais ça, mais les dérivés de la moyenne, ben là, je comprends pas trop ça. J'ai jamais entendu parler. C'est pas grave, c'est l'objectif de vidéo d'aujourd'hui, justement, de vous expliquer chacune de ces méthodes. Alors, commençons par la plus simple et la plus naïve, qui s'appelle la prévision naïve. Alors, la prévision naïve, c'est tout simplement de dire que les ventes du mois de juin seront égales aux ventes du mois de mai, comme si il n'y avait pas d'évolution dans les ventes. Alors, la prévision avec la méthode naïve pour le mois de juin, c'est 650. Pourquoi? Parce que les ventes du mois de mai étaient à 650. Là, en regardant ça, vous voyons, ça n'a aucun sens. Voyons donc, de penser que les prévisions du mois de juin vont être comme celles du dernier mois, c'est vraiment exagéré comme méthode. Mais croyez-moi, c'est une méthode qui est utilisée. C'est une méthode qui est utilisée, pourquoi? Parce que c'est très simple, c'est une méthode que tout le monde va comprendre. Il n'y a pas de raison de penser qu'on va vendre plus ou moins en juin qu'on a déjà vendu au mois de mai. Évidemment, pour que cette méthode soit fiable, il faut qu'il y ait une certaine stabilité dans les ventes. Il ne faut pas qu'il y ait une progression. Il faut que ce soit stable et à peu près toujours constant. Si tel est le cas, la prévision naïve n'aura pas nécessairement de mauvais résultats. Mais on s'entend qu'il n'y a pas une grande science derrière la méthode de la prévision dite naïve. Deuxième méthode, c'est la moyenne mobile, la moyenne simple. Alors, on sait c'est quoi une moyenne, il suffit tout simplement de faire la somme des données précédentes divisée par la quantité de données, puis on va obtenir la moyenne, tout simplement. Alors, avec Excel, on va faire appel à l'aide des fonctions. On va aller dans toutes les fonctions et on va faire appel à la fonction de la moyenne. Ça nous donne une suggestion que nous allons effacer et nous allons sélectionner les ventes des mois précédents. Donc, on va faire la moyenne de B4 à B8, donc la moyenne des ventes de janvier à mai. Et on va faire OK. Et voilà, ça donne 575. C'est-à-dire que la prévision selon la moyenne simple sera égale à la moyenne des mois précédents, donc 575. Encore une fois, cette méthode de moyenne simple ne prend pas en compte le fait que les ventes peuvent évoluer, les ventes peuvent avoir une tendance à la baisse ou une tendance à la hausse. On fait juste la moyenne des mois précédents, puis on dit, les ventes futures devraient ressembler aux ventes des mois précédents, tout simplement. Donc ça aussi, c'est une méthode qui est très utilisée parce que comprise par tout le monde. Et évidemment, c'est pas bon pour prédire l'avenir, étant donné qu'on le sait là, que c'est par une évolution dans les ventes. Troisième méthode, la moyenne mobile. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de moyenne mobile? Donc, dans son nom, on voit que le mot mobile, c'est une moyenne qui va bouger dans le temps. Contrairement à la moyenne simple, on voit que elle est à 575, c'est la moyenne des derniers mois. La moyenne simple a fait une moyenne sur les 5 derniers mois.
donc les mois qui étaient disponibles. La moyenne mobile, dite N égale 2, va faire la moyenne sur les 2 derniers mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en janvier, ici, je ne peux pas faire la moyenne N égale 2. Pourquoi? Parce que je n'ai pas 2 données précédemment. En février, je ne peux pas faire non plus la moyenne N égale 2 parce que je n'ai pas non plus 2 données précédemment au mois de février. Par contre, au mois de mars, j'ai le mois de janvier et le mois de février. Donc, je pourrais faire une moyenne des 2 derniers mois. La donnée des ventes de janvier plus la donnée des ventes de février divisé par 2. Dans cette moyenne, il y a 2 nombres. C'est donc la moyenne mobile N égale 2. La moyenne de janvier-février va donner 550. Si je prends cette formule-là et que je la copie d'un vers le bas, bien là, je ne me trouve plus à faire la moyenne de janvier et février, mais la moyenne de février et mars. C'est là que la moyenne, elle est mobile. Vous voyez que la moyenne de janvier et février donne 550, mais que la moyenne de février et de mars donne 575. Et c'est là que la moyenne se met à bouger en fonction des données précédentes. Et dans ce cas-là, la prévision pour le mois de juin, selon la moyenne mobile N égale 2, est à 575 plus 650, donc 612,5. Je peux changer le terme de ma moyenne mobile. Donc là, j'ai dit N égale 2. Si je décide de faire N égale 3, ben, ça va donner les ventes du mois de janvier, plus les ventes du mois de février, plus les ventes du mois de mars. Donc, les ventes des 3 derniers mois. Les ventes des 3 mois précédents, là où je veux faire ma prévision, puis je vais faire diviser par 3 parce que je veux faire la moyenne, ce qui va me donner 550. Si je prends cette formule et que je la copie vers le bas, bien, je vois à ce moment-là que la moyenne mobile N égale 3 pour le mois de juin, qui, elle, est une prévision, est égale à 550 plus 575 plus 650 divisé par 3, ce qui donne 591,7. Question intéressante ici est-ce que le N a un impact? Puis aujourd'hui, on pourrait se poser la question, est-ce que cette histoire de moyenne mobile, c'est quelque chose qui est réellement utilisé dans l'industrie? Alors oui, la moyenne mobile est utilisée et c'est utilisé notamment pour analyser, pour faire des prévisions sur les titres boursiers. Alors vous avez à l'écran ici le titre de Cascade à la Bourse de Toronto sur les 5 dernières années. Alors analysons le cours de cette action en fonction de la moyenne mobile. Je suis ici sur le site de Yahoo. Je vois que c'est le titre de Cascade à Toronto pour les 5 dernières années. On a cliqué 5. On voit ici en bleu l'évolution de l'action de Cascade. Par exemple, ici, nous sommes au 4 juin 2023. Au 4 juin 2023, le prix à la fermeture était à 12,21 $. Tandis que ici, le 14 février 2021, le prix à la fermeture de l'action de Cascade était à 16,24 $. Donc, on voit une évolution. On voit le D ici. Le D signifie qu'il y a eu des dividendes qui ont été donnés. Alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir les dividendes, je vais les enlever. Alors, je vais enlever l'affichage des dividendes sur mon graphique et je vais enlever aussi l'affichage du fractionnement. Donc, en bleu, on n'a que l'évolution du cours de l'action de Cascade à la Bourse de Toronto. Alors, imaginez-vous que la moyenne mobile, bien, c'est utilisé. Si je vais dans Indicator ici, je peux aller faire Moving Average. Alors, Moving Average, bien, c'est évidemment la moyenne mobile en anglais. Je clique là-dessus, et là, qu'est-ce qu'il demande? Il me demande la période. Il me dit, qu'est-ce que tu veux comme période? La période, c'est le N qu'on avait tantôt dans notre fameux fichier Excel. Donc, c'est l'ordre. Alors, je peux dire, OK, je vais le mettre en mauve, et je vais mettre, mettons, une période de 25. C'est-à-dire que sur 5 ans, il va prendre les 25 dernières données et il va en faire la moyenne mobile et il va évoluer comme ça de jour en jour pendant 5 ans. Et il va me faire un joli graphique qui va s'afficher en mauve par-dessus la courbe bleue de l'action. Alors, on voit ici qu'en mauve, on a la moyenne mobile N égale 25. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe, dans le fond, que la moyenne mobile, ben, elle suit
le cours de l'action. C'est-à-dire que quand l'action se met à monter, comme ici, la moyenne mobile se met à monter. Puis quand l'action se met à baisser, bien, la moyenne mobile se met à baisser. Puis quand l'action se remet à monter, bien, la moyenne mobile se remet à monter. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un décalage. Il y a un décalage entre le moment où ça commence à descendre, comme ici. Ici, on voit que c'est assez constant. Ça commence à descendre à peu près ici. On pourrait dire à peu près ici. Est-ce que la moyenne mobile se met à descendre lorsque le cours de l'action se met à descendre? Non. La moyenne mobile, on voit qu'elle se met à descendre ici. Il y a un décalage entre le moment où l'action se met à descendre et le moment où la moyenne mobile se met à descendre. Pourquoi? Parce qu'on tient compte des 25 dernières données. Donc ici, au point exact où je suis, il y a les 25 derniers jours qui sont des jours descendants. Donc, la moyenne mobile se met à descendre. Ça descend, ça descend, ça descend. Puis on voit qu'à partir d'ici, la moyenne, le cours de l'action se met à remonter. Mais la moyenne mobile continue à descendre. Puis elle se met à monter juste ici. Il y a donc un décalage, encore une fois, entre le moment où le cours de l'action se met à monter, à peu près ici, et le moment où la moyenne mobile se met à monter à son tour, à peu près ici. Pourquoi? Bien parce qu'on prend les données, les 25 données passées. Donc, première chose qu'on observe, il y a un décalage entre le moment où la moyenne mobile se met à bouger et le moment où la réalité, elle, se met à bouger. Deuxième chose qu'on observe, on observe que la courbe mauve de moyenne mobile est beaucoup plus lisse que la courbe bleue de la réalité des actions de cascade. C'est-à-dire qu'on voit ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ou ça monte, ça descend, ça descend, ça monte, mais pas la moyenne mobile. La moyenne mobile, c'est beaucoup plus lisse. On dit donc que la moyenne mobile, elle va venir enlever l'effet aléatoire dans nos données. C'est que le fait que ça bouge puis ça monte tout le temps, on ne le voit pas sur la moyenne mobile. Eh bien, c'est les deux choses qu'on peut observer sur la ligne mauve. Un, il y a un décalage dans le mouvement de cause qu'on prend les 25 dernières données. Et deux, ben, il y a moins de variations sur la ligne mauve que sur la ligne bleue. Parce qu'il y a comme un certain aplanissement, une certaine évacuation de l'effet aléatoire où on voit là, sur la ligne bleue que les données ils bougent beaucoup. Okay. Qu'est-ce qui se passe si on change notre N? Alors, ici, le N est à 25, parfait. Retournons dans Indicators, allons dans Moyenne mobile. Et au lieu de dire 25, mettons 75 à la place. Et là, je vais changer la couleur, évidemment, pour pouvoir distinguer la moyenne. Donc, à 25, c'est en mauve. Et, mettons, à 75, on va le mettre en vert, comme c'est ici. Et on fait ça. Qu'est-ce qu'on observe sur la courbe? Quelle est la différence entre une moyenne mobile à 75 et une moyenne mobile à 25? Première chose qu'on voit, c'est que elle est plus aplatie. C'est-à-dire qu'on voit que la courbe mauve va haut jusqu'ici, mais la courbe verte, son haut est plus bas. Tandis que la courbe mauve, son bas est ici, et la courbe verte, son bas, il est ici. Donc, il y a moins de variations sur la courbe verte que sur la courbe mauve. Et il y a moins de variations avec un N à 75 qu'avec un N à 25. Première chose qu'on observe. Deuxième chose qu'on observe, c'est que, toujours au niveau du décalage, on voit ici, la baisse dans la réalité se fait à partir à peu près ici. OK? Et sur la courbe mauve, la baisse se fait ici, mais sur la courbe verte, la baisse se fait beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la courbe verte avec un N à 75 est beaucoup moins sensible aux variations des données. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de données. C'est que si tu as 75 données dans ta moyenne, ça va être plus long avant de faire un changement à cette moyenne. C'est un peu comme si vous commencez vos études et vous êtes à votre premier cours. Puis là, à votre premier cours, vous avez 90%. Et qu'à votre deuxième cours, bien là, vous avez 60%. Ah, bien là, votre moyenne globale va être immédiatement affectée parce que vous allez avoir une première note à 90%, une seconde note à 60%.
Donc là, la moyenne globale va passer de 90 à 90 plus 60, 60, 60 divisé par 2. Donc, il va y avoir une chute là, majeure dans votre moyenne globale. Mais supposons que vous avez fait 29 cours et que vous faites le 30e en ce moment. Puis là, pour 29 premiers cours, la moyenne est à 90 et que à votre 30e cours, vous obtenez une moyenne à 60. Est-ce que votre moyenne globale va bouger autant? Ah ben non. Ça va être beaucoup plus difficile de faire bouger la moyenne globale lorsque vous avez une grande quantité de cours. Ben, c'est ça le principe ici. Plus le N est grand, moins la moyenne mobile est sensible à des variations. On voit qu'à 75, le maximum de la moyenne mobile est plus bas qu'à 25 et le minimum de la moyenne mobile est plus haut qu'à 25. Et ça va être la même chose si on ajoute un indicateur, toujours dans la moyenne mobile, mais au lieu de dire à 75, on va dire par exemple 175. Puis là, on va le mettre en rouge. On va mettre ça en rouge. Puis on voit qu'avec une moyenne mobile, n égale 175, on a quasiment une ligne droite. C'est comme si les données variaient vraiment presque pas. Pourquoi? Bien parce qu'avec 175 jours de moyenne sur 5 ans, bien là, la journée qui se rajoute, elle ne fait pas beaucoup changer la moyenne. Donc, plus le n est grand, moins la moyenne mobile est sensible à une variation de la réalité. Plus le décalage va arriver tard, s'il arrive. On le voit ici que la ligne rouge, mais c'est quasiment presque une ligne droite. Donc, on ne suit plus du tout l'allure de la réalité avec une augmentation ici, jusque-là, puis une baisse jusqu'ici, puis une autre augmentation. On voit que la ligne rouge n'est pas constante, mais beaucoup plus constante que la ligne verte ou la ligne mauve. Donc, c'est ce qu'on peut voir par rapport à la taille du N de notre fameuse moyenne mobile. C'est très intéressant d'utiliser les données statistiques, les données historiques d'un titre boursier, parce que comme il y a plusieurs centaines de données, on peut analyser vraiment une variation du N, chose qui serait difficile avec seulement que 5 données ici. L'autre technique est la technique de la moyenne mobile pondérée. Donc, vous connaissez la moyenne pondérée, vous connaissez maintenant la moyenne mobile. On combine les deux pour faire la moyenne mobile pondérée. La formule de la moyenne mobile pondérée, c'est dans le fond une moyenne qu'on fait naturellement. Tu sais, quand on dit la moyenne des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et qu'on divise par 5, c'est comme si la moyenne était pondérée à 1/5. C'est comme si chaque nombre dans la moyenne était pondéré à 1/5. Donc, dans la moyenne mobile pondérée, on a tout simplement une quantité de données, un peu comme la moyenne mobile n égale 2 ou n égale 3, et on rajoute une pondération qu'on note W. Okay. Évidemment, la somme des pondérations doit être égale à 1, 100%. Ce qu'il faut se souvenir ici, c'est bien important, c'est que la pondération W1, elle est associée à la donnée la plus récente. De sorte que la pondération W2 est associée à la deuxième donnée plus récente, la W3, donc à la troisième donnée plus récente. Ça, c'est un élément très, très, très important à se souvenir, parce que c'est facile d'inverser les pondérations et d'avoir la mauvaise réponse. Donc, la W1 est toujours associée à la donnée la plus récente. On va donc avoir un poids qu'on va appeler W ou une pondération pour la donnée la plus récente, puis un deuxième poids, puis un troisième, puis un quatrième, tout dépendant de la taille de notre moyenne mobile dite pondérée. Alors, nous avons ici deux exemples. Une moyenne mobile pondérée avec deux pondérations, W1 qui sera à 0.6, W2 qui sera à 0.4. On voit que 0.6 et plus 0.4 donnent 1, donc la règle du 100% est respectée. On a ici une deuxième moyenne mobile avec trois pondérations, 0.5, 0.3, 0.2. Évidemment, 0.5 plus 0.3 plus 0.2, ça donne aussi 100%. Alors, le principe est le même que pour la moyenne mobile, c'est-à-dire que pour une moyenne mobile avec deux pondérations, on ne peut pas le faire pour le mois de janvier. Pourquoi? Parce que je n'ai pas 2 mois précédents janvier. Je ne peux pas le faire non plus pour le mois de février, toujours pour la même raison, je n'ai pas 2 mois précédents février. Par contre, je peux le faire pour le mois de mars.
Alors, la moyenne mobile pondérée à deux facteurs, 0,6 et 0,4, sera donc égale à 0,6, le W1, fois la valeur la plus récente, 600, plus 0,4, la deuxième pondération, fois la deuxième valeur la plus récente. Ça va donc 0,6 fois 600 plus 0,4 fois 500, et ça donne 560. Encore une fois, la moyenne mobile pondérée avec deux facteurs prend les deux dernières valeurs. Si je prends la formule et que je la copie jusqu'en bas ici, bien, ça va faire que la prévision pour le mois de juin sera donc égale à 0,6 fois 650, la donnée la plus récente, plus 0,4 fois 575, la deuxième donnée la plus récente. Si je calcule la moyenne mobile avec trois facteurs, 0,5, 0,3, 0,2, va être égal à 0,5 fois la donnée la plus récente, donc la donnée précédente. Donc, comme je suis au mois d'avril, la donnée précédente sera au mois de mars, plus 0,3 fois la deuxième donnée la plus récente à 600, plus 0,2 fois la troisième donnée la plus récente. On observe ici que le W1 est la pondération la plus grande. Pourquoi? Parce qu'on présuppose dans cet exercice que la donnée la plus récente, comme elle est plus proche de la réalité d'aujourd'hui, mais elle devrait être plus représentative au niveau de ses ventes. C'est une hypothèse ici. Hypothèse qui n'est pas nécessairement toujours vérifiée, évidemment. Je prends cette donnée, je la copie jusqu'ici. On observe quoi? On observe donc que la moyenne mobile pondérée pour le mois de juin, ce qui est une prévision parce qu'il n'y a pas de données au mois de juin, est à 0,5 fois 650 plus 0,3 fois 575 plus 0,2 fois 550, ce qui donne donc 607,5 de moyenne mobile pondérée, donc un peu n égale 3, mais avec une pondération à 0,5, 0,3 et 0,2. Alors ceci, c'est deux exercices. Évidemment, on pourrait faire une moyenne mobile pondérée avec 4 facteurs, et on pourrait faire aussi une moyenne mobile pondérée avec 5 facteurs, okay? Avec les données que nous avons ici. Notre dernier exercice, c'est le lissage exponentiel. Là, le lissage exponentiel, il faut regarder la formule, parce que c'est un peu plus compliqué là, comme type de calcul. Compliqué, mais pas tant que ça. Okay? Qu'est-ce qu'on a ici comme formule? Donc, ça dit la prévision à la période T. Par exemple, la prévision pour le mois de février. La prévision pour le mois de février serait égale à alpha. Alpha qui est le facteur du lissage exponentiel simple. Alpha, c'est un peu comme une pondération. Okay? Fois R pour la réalité. T-1, ça veut dire la réalité du mois précédent ou de la période précédente. Donc, si je dis, je vais avoir la prévision pour le mois de février, ça va me faire alpha fois les ventes du mois de janvier, plus 1 moins alpha fois la prévision précédente, donc la prévision de janvier. Donc, on voit que c'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air compliqué quand on regarde la formule, mais dans le fond, ça donne la prévision du mois de février est égale à alpha fois la réalité du mois de janvier, plus 1 moins alpha fois la prévision du mois de janvier. Mettons, je voudrais faire la prévision du mois d'avril. Avant avril, ben, c'est mars. Ça ferait alpha fois la réalité du mois de mars, plus 1 moins alpha fois la prévision du mois de mars. Dans le fond, alpha, c'est la pondération. La pondération que je vais affecter à la réalité précédente. Ce qui veut dire que plus le alpha est grand, plus je crois avoir une grosse pondération sur la réalité précédente. Par exemple, si je dis que l'alpha est à 90%, ça veut dire que la pondération de la réalité précédente sera à 90% dans ma prévision. Alors, si je fais les prévisions pour le mois d'avril, ça veut dire que je considère que la prévision du mois d'avril, si mon alpha est à 90%, est composée à 90% des ventes du mois de mars. Et 1 moins alpha, donc 1 moins 90%, 10%, 10% de la prévision précédente. Ah, ça, c'est intéressant. La prévision à un mois donné tient compte de la prévision précédente. C'est la première fois qu'on voit ça. À date, ce qu'on a calculé, c'était la prévision à un mois donné tient compte des ventes précédentes, ne tenait pas compte des prévisions précédentes.
Ici, la méthode d'usage exponentiel va tenir compte de la prévision précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque période de prévision, chaque période où on fait la prévision, va tenir compte de la prévision précédente. C'est donc qu'on va tenir compte de toutes les prévisions précédentes. On va regarder notre fichier Excel pour bien comprendre ce fait. Supposons que je veux faire la prévision du mois de juin. Mais la prévision du mois de juin est égale à alpha fois la réalité précédente, qui est ici, plus 1 moins alpha fois la prévision précédente. Hein? Pour faire la prévision du mois de juin, je vais donc avoir la prévision du mois de mai. La prévision du mois de mai, c'est quoi? La prévision du mois de mai est égale à alpha fois la réalité précédente, plus 1 moins alpha fois la prévision précédente. OK? Pour faire la prévision du mois de mai, je dois avoir la prévision du mois d'avril. Mais la prévision du mois d'avril est égale à alpha fois la réalité précédente, plus 1 moins alpha, la prévision précédente. Ah, la même chose. Pour faire la prévision du mois d'avril, je dois avoir la prévision du mois de mars, etc. Et là, quand j'arrive en janvier, la prévision du mois de janvier est égale à la réalité précédente, alpha alpha, plus 1 moins alpha fois la prévision précédente. OK, mais là, j'en ai pas de précédent. Je commence en janvier. Il faut donc, pour le usage exponentiel, établir une technique, établir une méthode, établir une façon de faire pour établir notre première prévision. Ici, on ne se cassera pas la tête. Okay, il y a deux méthodes générales pour établir la première prévision. La première méthode, ce serait de demander aux gens qui connaissent le marché. Selon vous, ça va être quoi la prévision du mois de janvier? Et à ce moment-là, s'ils disent c'est 450, on mettrait 450 comme prévision pour le mois de janvier. Ce serait la seule, dans le fond, qui ne serait pas calculée à l'aide de la méthode d'usage exponentiel. Bon, évidemment, on ne va pas fonctionner comme ça parce que c'est trop subjectif. On va fonctionner d'une façon très simple. On va dire que la première prévision, selon la méthode de l'usage exponentiel, sera égale à la première réalité. Puis on est sûr de ne pas se tromper. La première réalité est à 500, donc les ventes sont à 500, on fait la prévision à 500. La première période de prévision, dans le fond, on ne la fait pas vraiment. On donne la première vente à la première prévision, tout simplement. Ici, l'alpha est à 0,2, comme on voit ici. Alors, on va appliquer la prévision pour le mois de février. C'est égal à 0,2 fois la vente précédente plus, parenthèse, 1 moins 0,2, donc 0,8, fois la prévision précédente. Ça fait 0,2 fois 500 plus 0,8 fois 500. Évidemment, ça donne 500 aussi. La façon qu'on va faire le usage exponentiel, les deux premières prévisions seront toujours identiques. Ce sont les prévisions d'après qu'on va voir arriver des changements. Alors, la prévision aussi pour le mois de juin, c'est quoi? Bien, comme prévu, c'est égal à 0,2 fois la réalité précédente, donc 0,2 fois 650, plus 1 moins 0,2 fois la prévision précédente, 535,8. C'est donc dire que la prévision, la réalité précédente, le 650, compte pour 20% seulement dans ma prévision. C'est pour ça qu'on voit que le 558, il est quand même assez loin là, du 150, puis assez proche du 535. Qu'est-ce qui se passe si on fait un alpha pour 95? Alors, la première prévision est égale à la première vente, et ce n'est qu'à la deuxième prévision, donc en février, qu'on fait vraiment un calcul qui est égal à alpha, 0,95 fois la vente précédente, plus, parenthèse, 1 moins 0,95 fois la prévision précédente. Ce qui fait évidemment 95 fois 500 plus 5% fois 500, ce qui fait évidemment 500. Et là, à partir d'ici, je peux copier jusqu'en bas. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que ma sixième prévision, celle du mois de juin, est égale à 0,95 fois 650. C'est donc dire que dans ma prévision du mois de juin, le 650 du mois de mai qu'on voit ici compte pour 95% du nombre que je suis en train de calculer. C'est pour ça que la réponse à 646,2, c'est pas mal proche de 650. Pourquoi? Parce que 95% du 646,2 est composé du 650 et seulement 5% est composé de la prévision précédente à 573,9.
Nous avons donc calculé 5 prévisions pour le mois de juin. Puis on voit que les prévisions sont différentes, là. 650, 575, 612,5, 591,7, etc., jusqu'au lissage, avec 5 méthodes. La prévision naïve, qui n'est pas réellement une méthode prévisionnelle, mais qui peut être utilisée, la moyenne simple, la moyenne mobile, n égale 2, n égale 3. On a vérifié, validé, compris, je l'espère, la différence entre la grandeur du n dans la prévision. Ensuite, la moyenne mobile. Ici, on a fait une moyenne mobile n égale 2, n égale 3, mais avec une pondération. Pour terminer avec le lissage exponentiel, où on a une formule plus compliquée, mais quand même assez compréhensible, avec un alpha qu'on fixe, qui va, dans le fond, représenter la pondération de notre dernière vente ou de notre dernière réalité. Je crois donc que nous avons atteint notre objectif pour cet atelier, c'est-à-dire d'utiliser 5 méthodes prévisionnelles quantitatives basées sur des séries chronologiques, donc basées sur des ventes passées.